Continuer tout doucement notre programme. Donc avant la pause déjeuner, donc nous avons encore 3 séquences, comme vous avez vu sur votre programme. Donc il y a une séquence qui est encore en exposé maintenant, plutôt du genre exposé introductif, où on va aborder un peu le contexte international. C'est important de voir ce qu'il en est. Puis vous voyez, il y aura une activité. C'est la séquence 5, c'est une activité. Non, c'est un deuxième exposé, un exposé qui sera l'introduction de l'analyse des risques. Et puis après cet exposé, ce sera à vous là de fonctionner, puisqu'il y aura une activité où on va vous demander donc de prendre connaissance d'une fiction et de répondre à certaines questions. Donc, encore deux exposés plutôt théoriques, et puis vous passez à l'action vous-même. Donc, on va voir maintenant un peu ce qu'il en est du contexte international, et bien sûr toujours dans ce grand contexte d'évaluation des risques. Donc, on veut un peu mieux comprendre pourquoi cette évaluation des risques prend tellement d'importance dans tout le contexte international et dans notamment les accords SPS, accords SPS qui veulent dire accords sanitaires et phytosanitaires, et les différents standards internationaux. Et derrière tout ça, il y a une organisation qui est très très importante, c'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Vous voyez sur cette carte la situation de l'OMC en 2012. En vert, vous avez tous les pays qui sont membres de l'Organisation mondiale du commerce. Vous voyez qu'à l'époque, c'était surtout les pays occidentaux, l'Amérique latine, l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud, l'Australie, et vous aviez essentiellement ici le grand bloc soviétique qui ne faisait pas partie de l'OMC, plus toute une série de pays ici en Afrique du Nord, en Afrique orientale, dans le Moyen-Orient qui n'en faisaient pas partie. La situation a changé un petit peu actuellement, dans la mesure où vous voyez que tout ce bloc soviétique maintenant fait partie de l'OMC. Donc il y a eu un changement important de ce côté-là. Vous avez d'autres pays qui étaient encore, notamment le Laos, du sud-est asiatique, sont également maintenant membres de l'OMC. Mais on voit donc qu'il reste encore des pays, notamment en Afrique du Nord et bien sûr l'Algérie, en Afrique orientale et au Moyen-Orient, qui n'en font pas partie, mais qui ont quand même des relations avec l'OMC dans la mesure où ils sont observateurs. Donc ils ne sont pas membres actifs, mais ils sont observateurs. Et vous voyez que quand même parmi les 2 plus grands pays, on a quand même l'Algérie ici et l'Iran, qui sont 2 grands pays qui ne sont pas membres de l'OMC, mais qui suivent de près les activités en étant observateurs. Alors même si l'Algérie n'est pas membre de l'OMC, ça ne veut pas dire que l'Algérie ne fait pas du commerce international. Donc je vais vous en apporter la démonstration ici. Il n'y a rien à faire. Dans notre monde, il y a une mondialisation des échanges. Le monde est devenu un village. Regardez ici cet emballage de calmar. C'est un calmar qui provient d'Argentine. Il a été industrialisé en Chine. Il est passé par un distributeur italien et il est vendu en Algérie. Donc, j'ai pris ça comme exemple, mais vous avez, c'est maintenant, c'est ça la mondialisation, c'est vraiment faire en sorte que les partenaires économiques, ils appartiennent au monde entier et les denrées, les produits, ils circulent à travers le monde. Et puis quand vous mangez votre pizza, Dieu sait d'où viennent tous les ingrédients. Ils viennent d'un peu partout dans le monde. Donc là, c'est clair qu'on n'échappe pas à cette mondialisation, surtout dans les pays, dans les produits un peu plus élaborés, comme les produits congelés, les produits, les plats préparés, tout ça. Le poulet que vous achetez,
mon Dieu, Dieu sait partout où il est passé, les aliments que ce poulet a consommés, donc vous pouvez être sûr que la terre entière se retrouve dans les produits que vous mangez. Donc la mondialisation des échanges, c'est une réalité, hein, quelle que soit la situation de l'Office mondial du commerce, mais néanmoins l'Organisation mondiale du commerce veut quand même jouer un rôle important là-dedans. Et ce rôle, elle veut le jouer en négociant les règles commerciales, en implémentant des accords commerciaux, en essayant d'avoir un rôle pour résoudre les disputes de commerce, donc éviter qu'il y ait des disputes de commerce, revoir les politiques commerciales nationales, donc aussi quand même une certaine emprise sur les politiques nationales pour éviter qu'il y ait des entraves au commerce. On va voir un peu plus clairement ce que ça sous-tend, mais pourquoi ces accords sanitaires et phytosanitaires sont indispensables? Tout simplement parce que le commerce agroalimentaire est mondial, on l'a vu, hein, tout circule partout, et ce sont des chiffres faramineux qui sont en jeu. En 2010, c'était plus de 1000 milliards de produits agricoles qui ont été échangés, et là-dedans, c'est une très grande majorité de produits alimentaires qui sont échangés. Donc, l'agriculture et l'alimentation, ça constitue vraiment une source d'échange au niveau mondial extrêmement important, et d'où l'intérêt d'avoir des accords sanitaires et phytosanitaires. Alors, si on veut voir un peu plus précisément ce qu'il en est, bon, rappelons-nous, dans les années 90, début des années 2000, on a eu plusieurs épisodes de grippe aviaire, hein, donc notamment avec le virus H5N1 qui est très dangereux pour l'homme. Ça a entravé quand même beaucoup les échanges commerciaux, notamment on se méfiait beaucoup des produits qui venaient de l'Asie, du Sud-Est, où généralement les foyers de grippe aviaire se créent et puis vont se disséminer bon, par les oiseaux migrateurs, mais également par les produits de l'aviculture. Et donc il y a des entraves qui sont posées pour éviter que ce virus de grippe aviaire ne pénètre dans de nouveaux territoires, ne se dissémine. Il y a toute une série de mesures qui sont prises. Vous voyez cette malheureuse vache ici, qui est atteinte de la maladie de la vache folle. C'était aussi dans les années 90. Donc l'encéphalopathie spongiforme bovine, maladie due à un prion qui a eu son origine au Royaume-Uni à cause du fait qu'on a utilisé des aliments produits de farine animale, hein, donc ils n'ont plus été chauffés de la même façon et donc ils ont permis aux prions de subsister et de se disséminer dans les troupeaux en Grande-Bretagne et puis finalement envahir le continent européen et les autres pays du monde. Et donc on a vu à cette occasion-là les précautions qui ont été prises pour empêcher l'Angleterre d'exporter ses viandes vers d'autres pays. Et tous les pays à risque connaissaient aussi des embargos donc d'exportation de viande. Il y a eu des embargos sur l'alimentation animale, donc notamment plus de farine animale dans les aliments pour animaux, donc pour éviter des formes non seulement de cannibalisme, mais toute forme de protéines animales dans les aliments. Donc il y a eu énormément de contraintes et de mesures sanitaires qui ont été prises dans ce cadre-là. Donc ici nous avons deux cas qui sont très clairement liés à la santé animale, mais nous avons aussi en santé végétale, parce que les végétaux ça a aussi une santé. Hein. Il y a un problème de limite maximale en résidus pour les intrants de production, comme les pesticides qui peuvent dépasser certaines limites dans les aliments et à ce moment-là, il y a des entraves qui peuvent être réalisées en vue d'importer des denrées alimentaires qui contiennent des résidus de pesticides. Et vous avez tout simplement aussi en santé végétale des problèmes pour éviter l'introduction d'espèces invasives ou
d'organismes qui peuvent être très nuisibles pour les plantes et qui ne sont pas encore présents dans certains pays. On a un exemple assez connu qui s'est développé récemment dans le sud de l'Europe. C'est parti de la Sicile et puis c'est parti vers les Baléares et vers l'Espagne. C'est Xylella fastidiosa, qui est une bactérie qui détruit l'olivier. L'olivier, quand même, dans le contour méditerranéen, c'est une culture extrêmement importante pour la production d'huile d'olive. Et donc, cette bactérie, qui est disséminée par un vecteur du type insecte, elle se dissémine un peu partout dans les différents pays. Et elle est arrivée dans les Pouilles, donc dans le sud de l'Italie, dont Cézou, probablement d'Albanie ou d'un autre pays méditerranéen. On ne connaissait pas cette maladie dans l'Union européenne, et maintenant elle fait beaucoup de ravages puisqu'elle se dissémine de plus en plus. Elle a atteint déjà l'Espagne, donc c'est un très grand problème pour les planteurs d'oliviers. Donc il faut protéger la santé des plantes également, et donc c'est pour ça qu'on parle d'accords sanitaires et phytosanitaires, parce qu'on a dans cette notion de santé aussi la santé des plantes. Donc, tous ces épisodes dont je vous ai parlé, grippe aviaire, maladie de la vache folle, limite maximale en résidus, etc., ça a des conséquences désastreuses pour les pays, les producteurs et les pays qui exportent, puisque, il y a des embargos qui sont instaurés, et donc ça produit des pertes économiques très très importantes. Il y a un manque de confiance entre partenaires commerciaux. On dit attention, si ça vient de tel pays, je me méfie. On a encore ça très fort maintenant avec les produits chinois. Donc très souvent on se dit oulala, si ça vient de Chine, je me méfie parce que ça peut contenir de la mélanine, ça peut contenir des choses toxiques, etc. Donc c'est un manque de confiance entre partenaires commerciaux. Ça entraîne des interdictions, des embargos, et aussi des contrôles des importations beaucoup plus sévères. Donc les postes d'inspection frontaliers ont plus de boulot, ils doivent contrôler à un rythme soutenu toutes les denrées qui sont importées. Et le plus grave de tout, c'est la perte de confiance des consommateurs, qui commencent à ne plus avoir confiance à la nourriture des grands magasins, la nourriture industrialisée, comme le paquet de calmar que je vous ai montré. De plus en plus, le consommateur s'en méfie, et il y a un repli du consommateur sur lui-même qui va faire en sorte que, notamment, il va accorder beaucoup plus d'importance à l'agriculture biologique. Donc, une vogue assez importante que l'on connaît maintenant. Je vais essayer le micro. Il est bon ? Ok, ça va. Voilà, donc, cette perte de confiance des consommateurs, c'est quand même déstabilisant aussi pour toute l'organisation du commerce, donc de nouveaux circuits qui se créent, par exemple l'agriculture biologique qui connaît une ampleur sans précédent dans beaucoup de pays développés. Alors, donc pourquoi un accord SPS ? Bien, le tout, vous voyez, c'est de trouver un équilibre. C'est de trouver un équilibre entre, d'une part, le fait qu'il faut éviter de mettre des obstacles au commerce, donc il faut essayer que le commerce puisse se faire le plus librement possible et éviter toutes les entraves au commerce, mais il ne faut pas que cela entrave non plus certains droits, notamment le droit à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux. Donc, nous avons vu la maladie de la vache folle, c'est un problème de santé animale, c'est aussi un problème de santé humaine, comme la grippe aviaire. Il y a certaines souches qui sont toxiques pour l'homme, on a peur qu'il y ait des mutations dans le virus et que le virus devienne dangereux pour l'homme. Rappelez-vous
rappelez-vous, aucun de nous n'était né à ce moment-là, mais c'était en 1917, la grande épidémie de grippe espagnole qui a fait le tour du monde et qui a fait plus de victimes que la Grande Guerre 14-18. Donc ce sont des épidémies extrêmement importantes qui sont en jeu, et donc il faut protéger la vie et la santé des personnes et des animaux contre ces grandes épidémies. Il faut aussi, comme on l'a vu, préserver la santé des végétaux et empêcher aux nuisibles de proliférer dans des régions qui sont encore indemnes de ces nuisibles-là. Vous savez, comme exemple, vous avez l'Australie, qui est un continent qui a été très longtemps très isolé, donc une faune et une flore très différentes des autres continents. Et quand on introduit là-dedans un organisme qui n'y était pas auparavant, on risque de perturber complètement les équilibres biologiques, parce que cet organisme n'a pas ses ennemis naturels qui sont présents, et donc on arrive à des déséquilibres très conséquents, ne fût-ce que par exemple par l'introduction du lapin, hein, vous connaissez ces histoires, le lapin qui a été introduit en Australie et qui a pullulé parce qu'il n'a fait aucun prédateur et qui est devenu une peste, hein, en Australie, qu'on a dû détruire par tous les moyens possibles parce qu'on ne parvenait pas à contrôler sa prolifération. Donc, il faut trouver une balance entre ces deux aspects-là, protéger la santé, protéger les pays, protéger les animaux, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus créer des obstacles qui ne sont pas nécessaires au commerce. Alors les accords sanitaires et phytosanitaires, l'accord il établit le cadre multilatéral, donc ça veut dire entre tous les pays, des règles et disciplines qui guident le développement, l'adoption et le renforcement des mesures sanitaires et phytosanitaires. Donc toutes ces règles de mesures sanitaires et phytosanitaires, on veut les mettre dans un règlement mondial, donc vraiment un cadre multilatéral qui implique tous les pays. Tous les pays sont concernés par ce cadre-là. Ça s'applique donc aux mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent directement ou indirectement influencer le commerce international. La philosophie de cet accord, elle est définie dans l'article 2.1. Les membres, c'est le monde entier pratiquement, hein, ont le droit de prendre des mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé, de la vie et de la vie des personnes et des animaux, ou à la préservation des végétaux, à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord. Voyons un peu alors maintenant l'accord, les mesures sanitaires et phytosanitaires, quelles sont-elles? On va prendre quelques exemples. Ce sont des mesures qui sont prises pour protéger la santé des personnes et des animaux. De quoi? De toute une série de risques qui découlent d'additifs, de résidus, de contaminants, de toxines, d'organismes pathogènes présents dans les produits alimentaires, dans les boissons ou dans les aliments pour animaux. Donc, tous les dangers chimiques et biologiques, autrement dit. Donc, on veut protéger la santé des personnes et des animaux de tous ces dangers chimiques et biologiques. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? On va instaurer des limites maximales en résidus. Par exemple, dans le poisson et les mollusques et les crustacés, nous avons ces fameuses limites pour le mercure, qui vont faire en sorte que si la langouste contient trop de mercure, elle ne peut pas être mise sur le marché, elle ne peut pas être consommée. Dans le domaine végétal, nous avons par exemple les mycotoxines, les toxines produites par les moisissures qui prolifèrent sur certains produits végétaux comme les noix. Et là aussi, on va mettre des limites très drastiques, très strictes pour préserver la contamination de ces noix par les aflatoxines. Il y a aussi les agents biologiques comme salmonelle, où là, on va bien sûr aussi avoir des normes, par exemple absence de salmonelle dans des portions de 50 grammes de denrées alimentaires, mais aussi imposer un système de HACCP, donc de mesures de contrôle au niveau de l'entreprise,
pour maîtriser les dangers et les risques, donc de faire en sorte que toutes les mesures de contrôle soient instaurées et empêcher donc les denrées d'être contaminées par cette bactérie. Un autre exemple maintenant, c'est que dans les mesures SPS, on trouve aussi des mesures qui sont prises pour protéger la vie des personnes. Contre quoi? Contre des maladies véhiculées par des plantes et des animaux. Ici, on rentre un peu dans le domaine de l'OIE. Comme exemple, on peut prendre ce gentil toutou là qui peut être porteur de la rage, et donc on va devoir vacciner pour protéger les gens donc de cette maladie redoutable. On peut aussi prendre toutes sortes de mesures concernant la grippe aviaire, notamment des mesures de confinement de la volaille pour éviter qu'elle soit contaminée par la faune aviaire sauvage. Troisième type de mesure, ça vise cette fois-ci à protéger la vie des animaux ou préserver la santé des végétaux de toutes sortes de parasites, maladies, organismes pathogènes qui ne sont pas nécessairement dangereux pour l'homme, mais qui sont, là on vise vraiment la santé animale. Un exemple, c'est la fièvre afteuse, donc on prend toutes sortes de mesures pour prévenir l'introduction de la fièvre afteuse. La fièvre afteuse n'est pas du tout dangereuse pour la santé humaine, mais ça a des conséquences économiques extrêmement importantes, et donc on va préserver la vie des animaux avec des mesures contre la fièvre afteuse. Un autre exemple dans le domaine phytosanitaire, c'est celui de la mouche des fruits. La mouche des fruits qu'on va trouver sur certaines denrées comme les mangues, qui peuvent donc être exportées d'Afrique vers d'autres contrées où la mouche des fruits n'existe pas et où la mouche des fruits risque de se développer. Et donc il y a des mesures qui sont prises pour éviter que les exportations de pays d'Afrique ne contiennent ces larves de mouches de fruits. Et le troisième exemple concerne vraiment un problème plus environnemental, où là on veut protéger simplement un pays ou l'environnement d'un pays contre des dommages qui sont causés par l'entrée ou l'établissement ou la dissémination de certains parasites. Un exemple, c'est on va prendre des mesures pour prévenir l'introduction des moules zébrés, vous voyez ces moules zébrés, qui peuvent accompagner les eaux de ballast des navires. Et ces moules zébrés sont des espèces envahissantes qui vont prendre le pas sur toutes les espèces indigènes et donc nuire à la qualité de l'environnement local. Donc il faut éviter que ces espèces invasives ne s'introduisent. Dans le domaine végétal, on a aussi beaucoup de mauvaises herbes qui peuvent accompagner les grains de céréales ou les légumineuses, etc. Et ce sont des graines de mauvaises herbes qui ne sont pas connues encore dans tous les pays et qui peuvent, par cette voie-là également, trouver un accès vers de nouveaux biotopes et se retrouver comme plantes envahissantes. Donc ici, c'est vraiment l'environnement que l'on veut protéger. Alors ces mesures, ça comprend des lois, des décrets, des exigences, des procédures, et ça concerne aussi bien les critères de production, ça concerne des mesures de quarantaine, bon, sans doute que ce soit très important, les mesures de quarantaine, des procédés de transformation, reprenons l'exemple des prions dans les farines animales, donc voilà, il y a des procédés de transformation qui permettent de les éliminer, et donc il faut les mettre en œuvre. Il y a des mesures de certification, donc c'est aussi une voie qui peut être utilisée, notamment certifier qu'une denrée est indemne de mouches de fruits pour l'exportation. Des mesures d'inspection, les analyses en laboratoire, il y a beaucoup d'entre vous qui savent exactement de quoi on parle. Également des mesures d'emballage et d'étiquetage, donc pour communiquer l'information. Les principes clés de ces accords sanitaires et phytosanitaires, ils sont énumérés ici, vous voyez,
il y en a 9. Le premier, c'est la non-discrimination. Donc tous les pays sont sur un pied d'égalité. Et j'ai surtout mis en valeur les principes sous deux ici, qui est la justification scientifique. Donc l'un des grands principes des accords sanitaires et phytosanitaires, c'est que quand on prend des mesures, ce n'est pas par principe, il faut une justification scientifique. Et c'est pour ça que nous sommes ici en matière d'évaluation des risques, parce qu'il nous faut réaliser par des méthodes scientifiques éprouvées des évaluations des risques suivant des méthodes harmonisées, des méthodes standardisées, donc qui ne sont pas contestables par nos partenaires, et pour réaliser des évaluations de risques et qui vont permettre de justifier des mesures que l'on va prendre. Un exemple bien concret, c'est celui des limites maximales en résidus pour les pesticides. Vous savez donc, au niveau FAO, il y a le Codex Alimentarius qui a fixé des limites maximales en résidus pour énormément de pesticides dans beaucoup de denrées. La règle de base, c'est de respecter les limites du Codex. En Europe, les limites sont plus strictes. Pourquoi ? Parce que beaucoup de pesticides ont été interdits, beaucoup d'usages ont été interdits, et des évaluations des risques ont été réalisées de façon extrêmement poussée, qui font que l'Europe justifie, par le biais d'évaluations de risques, le fait que, pour protéger les consommateurs européens, elle exige des limites maximales en résidus plus drastiques, plus sévères que celles du Codex. Et elle parvient à les justifier, et donc elle peut les imposer, et elle les impose. Et donc pour beaucoup de pays, je pense à des pays africains comme le Kenya, qui exportent des légumes vers l'Europe, des haricots verts qu'on ne peut produire que pendant la bonne saison en Europe, tandis qu'au Kenya, on peut les produire en hiver. Et donc, comme le consommateur veut manger des haricots maintenant, aussi bien en été qu'en hiver, eh bien, il y a des exportations du Kenya qui se font, du haricot vert vers l'Europe. Ça a beaucoup de succès, mais le Kenya a connu beaucoup de déboires parce que ces exportations, il y avait des résidus d'un insecticide, le diméthoate, qui dépassait les limites maximales en résidus en vigueur en Europe. Pas celles du Codex, mais les LMR en Europe étaient dépassées. Et donc ça a mis les producteurs du Kenya en situation très difficile et ils ont dû revoir tout à fait leur façon de produire lorsqu'ils voulaient exporter en Europe. Et l'Europe a justifié tout cela en long et en large par des évaluations de risques suivant une méthodologie qui est celle que l'on va étudier là maintenant, qui est donc de comparer l'exposition du consommateur à certaines valeurs toxicologiques de référence. Donc, la justification scientifique, c'est très très important. Donc, c'est très bien de vouloir protéger le commerce, mais ça ne peut se faire que si on a une justification scientifique bien solide. Et un autre point, qui est le point 7, c'est le principe de transparence. Ça veut dire, ne pas dire j'ai fait mon évaluation des risques et mon évaluation des risques dit que le consommateur est en danger si la limite maximale en résidus dépasse telle valeur. Et croyez-moi, c'est comme ça. Non, il faut que tous les arguments soient exposés, soient accessibles, que tout le monde puisse voir comment le calcul a été fait, sur quelle base, de façon à ce que ce soit complètement transparent. C'est un manque de transparence qui a conduit à la crise aiguë de la vache folle, parce que les autorités britanniques ont caché beaucoup de choses. C'était le ministère de l'Agriculture qui était l'autorité compétente et qui voulait un peu trop protéger les producteurs britanniques et donc n'ont pas été très transparents en matière de communication. Et donc finalement, pour éviter ce problème de manque de transparence, donc ça a été maintenant inscrit
noir sur blanc dans les principes clés de l'accord SPS. Tout doit être absolument bien décrit. Alors, on va voir un peu plus en détail maintenant ce problème d'harmonisation dans la justification scientifique. En fait, il y a deux possibilités qui sont prévues. Donc, un pays peut s'avérer, donc il peut prévoir la nécessité de justifier des mesures dans deux cas bien précis. Soit les mesures sont adoptées sur base de normes internationales, par exemple les LMR du Codex, ce sont des normes internationales. À ce moment-là, il n'y a aucun problème, parce que la mesure est de ce fait considérée comme conforme aux dispositions de l'accord, parce que les normes LMR, elles ont elles-mêmes été établies sur base d'une évaluation de risque qui a été réalisée par ces grandes organisations. Donc, soit il existe des normes internationales, soit il existe des normes, mais on va au-delà des normes, ou alors il n'existe pas de normes. Et à ce moment-là, si on prend des mesures, il faut à ce moment-là réaliser une évaluation scientifique des risques. Cette évaluation est nécessaire. Donc, vous voyez les deux situations. Il y a une norme. À ce moment-là, tout le monde accepte la norme, mais la norme est elle-même basée sur une évaluation des risques. Ou il n'y a pas de norme, où on va au-delà de la norme, par exemple une limite en maximal en résidus pour les pesticides plus drastique en Europe qu'ailleurs. À ce moment-là, il faut le justifier scientifiquement. Il faut faire une évaluation des risques. Voyons qui s'occupe de tout ça dans le contexte international. On a ici les trois grandes organisations, le Codex Alimentarius qui dépend de la FAO, l'OIE et la Convention internationale pour la protection des végétaux, le CIPV. Commençons par une généralité sur ces standards internationaux. Le but, c'est d'harmoniser au niveau international les mesures sanitaires et phytosanitaires, avec pour objectif de faciliter le commerce et éviter des mesures non justifiables qui entravent le commerce. Ça, on l'a vu clairement au début, ça c'est le but. Alors, ce que fait le Codex là-dedans, le Codex, c'est l'organe conjoint de la FAO et de l'OMS, comme tout le monde le sait, et il a développé et encouragé l'implémentation de standards ou de normes, de codes de bonne pratique, des lignes conductrices et des recommandations qui couvrent tous les aspects de sécurité alimentaire, y inclut la transformation et la distribution. Vous voyez, il y a une gradation ici, des standards, des codes de bonne pratique, des lignes conductrices et des recommandations. Les standards, c'est mandatory, on ne peut pas discuter, ça doit être appliqué. Tandis que des recommandations, c'est une recommandation. On peut la suivre ou on ne peut pas la suivre. D'accord ? Vous voyez, au niveau du Codex, il y a toute une série d'instruments qui ont été développés qui vont dans ce sens-là. En fixant ces standards internationaux pour l'alimentation, donc le Codex détient un mandat double. On retrouve toujours les mêmes constantes. Protéger la santé des consommateurs et garantir des pratiques correctes dans le commerce des aliments. Vous voyez toujours cette dualité entre santé publique et commerce international. Les normes ou standards du Codex, ça ce sont des points globaux de référence pour les consommateurs, pour les producteurs, pour les transformateurs d'aliments, pour les agences nationales de contrôle alimentaire et pour le commerce alimentaire international. Ce sont donc des points globaux de référence et qui sont généralement acceptés par l'ensemble de toutes ces parties prenantes. Ces références permettent d'évaluer les mesures et règles nationales compte tenu des paramètres légaux des accords OMC et on peut trouver les textes ici sur le site du Codex. La deuxième organisation, c'est la CIPV, Convention internationale de la protection des végétaux. Ça, c'est un traité qui est contraignant au niveau légal et qui porte sur les aspects de la santé végétale qui sont gérés par la FAO, mais implémentés grâce à la coopération des gouvernements membres
par le biais d'organisations régionales de protection des végétaux. Donc autrement dit, tout au-dessus on a la FAO, mais en fait ce n'est pas la FAO qui fait le travail. Il y a des organisations régionales de protection des végétaux, notamment pour les pays méditerranéens, il y a donc une organisation régionale de protection des végétaux pour le bassin méditerranéen. Et donc tous les pays méditerranéens suivent ce traité. L'objectif, c'est de réaliser un travail de coordination en vue d'éviter la dissémination et l'introduction de ravageurs des plantes et produits végétaux. On a vu quelques exemples précédemment. De promouvoir les mesures appropriées pour leur contrôle avec un minimum de perturbations au commerce. Et on peut trouver donc des informations sur le portail qui se trouve ici. Le troisième, puisque nous avons beaucoup de vétérinaires ici dans notre assemblée, ça concerne la santé animale, c'est l'OIE. C'est une organisation indépendante intergouvernementale. Donc ça n'a rien à voir avec la FAO ou l'OMS. C'est une organisation indépendante intergouvernementale qui a été fondée à l'issue d'un accord international en 1924 et qui regroupe 178 États membres. Donc, quand même, la grande majorité des pays du monde se retrouvent dans cette organisation intergouvernementale et ils ont signé un accord international. Le mandat, c'est d'améliorer la santé animale partout dans le monde. Et ici, on retrouve des objectifs communs à ceux qu'on a déjà vus précédemment et on retrouve notamment la transparence, l'information scientifique. On a d'autres notions ici comme solidarité internationale. On a ici cette notion de solidarité internationale qui apparaît explicitement, qu'on n'avait pas vu chez les autres. Sécurité sanitaire, promotion des services vétérinaires, promotion donc de food safety et bien-être animal. Le bien-être animal est également intégré. Maintenant, passons à l'Europe. Voyons un peu sa situation en matière de sécurité alimentaire et d'évaluation des risques. D'abord le contexte. Le secteur de l'agroalimentaire, c'est très important pour l'économie européenne. Parfois on pense que l'Europe c'est un continent industrialisé, l'agriculture pas trop important, on importe. Non, c'est pas vrai. De plus en plus, il y a d'ailleurs un revirement qui se passe en Europe. De plus en plus, l'Union européenne est consciente que son agriculture est très importante et que l'alimentation de sa population à partir de son agriculture, c'est quelque chose de très très important. Et donc, même si on peut avoir l'impression que le secteur primaire de l'agriculture n'est plus considéré comme une priorité pour un pays ou un continent développé comme l'Europe, ce n'est pas vrai. Ça reste très très important. Ça n'a pas toujours été. Je pense qu'en Algérie, on a connu ça aussi. Donc, à un moment, on a cru que l'industrialisation était beaucoup plus importante que certains secteurs primaires comme celui de l'agriculture. Puis on se rend compte, non, l'agriculture, c'est quand même très important. On ne peut pas s'en passer. Et effectivement, l'Europe en est consciente et son industrie alimentaire contribue pour près de 600 milliards d'euros, c'est-à-dire 15% de la production manufacturière totale annuelle. Donc ce n'est pas négligeable. C'est quand même, même si ce ne sont pas des produits hautement technologiques comme des ordinateurs ou des voitures hybrides, eh bien, ça représente quand même 15% de la production manufacturière totale annuelle. Donc ça veut dire que c'est un pan important de l'économie. En plus, l'Europe est le plus grand producteur mondial d'aliments et de boissons. On n'imagine pas ça, mais si, c'est vrai. On produit énormément d'aliments et de boissons en Europe. Et les exportations agricoles et agroalimentaires valent environ 50 milliards d'euros par an. Donc c'est dire que c'est un pan important de l'économie. Alors, suite aux grandes crises dont j'ai parlé, donc je rappelle la dioxine, la grippe aviaire, la maladie de la vache folle, il y a eu quand même un questionnement qui s'est réalisé sur la façon dont on assurait la sécurité sanitaire en Europe. Il y a eu une remise en question et finalement maintenant on est venu avec de nouveaux
de nouvelles propositions, de nouvelles législations, avec des nouveaux principes qui sont ceux-ci, c'est qu'on veut, en Europe, assurer un haut niveau de protection du consommateur. Donc la santé du consommateur au-dessus de tout. La priorité des priorités, c'est la sécurité, c'est la santé du consommateur. Ceci, c'est très important aussi, c'est que l'Europe a clairement affirmé que l'attribution de la responsabilité première pour la production d'aliments sains était l'industrie ou les producteurs et les fournisseurs. Donc ça veut dire qu'à un moment, on pensait que c'était l'État qui était responsable de la salubrité des aliments qui circulent dans un pays. Et l'Europe a clairement affirmé que si l'État a un rôle à jouer en matière de contrôle, la responsabilité première, c'est celle des producteurs. Donc si un problème sanitaire se pose, le producteur peut être amené devant des tribunaux pour être jugé sur le fait qu'il n'a pas pris des précautions pour protéger la sécurité des consommateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui a été clairement affirmé, c'est que l'attribution de la responsabilité première, elle est entre les mains de l'industrie, des producteurs et des fournisseurs, et pas l'État. L'État est là pour contrôler, mais ce n'est pas lui qui a la responsabilité première, ce n'est pas lui qui a produit les denrées qui posent problème. Un troisième principe, c'est un niveau approprié de contrôle officiel, tant au niveau national qu'européen. Donc ce n'est pas parce que la responsabilité première va chez les producteurs que le niveau officiel démissionne. Non, non. Il est exigé un niveau approprié de contrôle officiel. Donc les pouvoirs publics ont aussi leur rôle à jouer, mais c'est surtout en matière de contrôle officiel, tant au niveau national qu'européen. D'autres principes très importants, c'est la traçabilité des produits à travers toute la chaîne. Donc ça veut dire qu'on veut savoir, quand on mange un poulet, on veut savoir où le poulet a été produit. Quand on mange un steak, on veut savoir d'où vient le bœuf qui a été, dans quel abattoir il a été abattu, où il a été élevé, etc. C'est ça la traçabilité. Et pour ça, vous avez déjà vu les photos des bovins. Ils ont des marques auriculaires, de façon à ce que la traçabilité puisse être garantie depuis le producteur, depuis l'agriculteur, jusqu'à l'abattage de l'animal en question. Bien sûr, l'évaluation scientifique est avancée comme un pilier de la police de sécurité des aliments. Donc l'évaluation scientifique est vraiment une pièce maîtresse, un des piliers. On a aussi avancé le principe de précaution qui peut être utilisé si c'est approprié. Alors le principe de précaution, c'est un truc un peu complexe. Ça veut dire ceci, ça veut dire que dans bien des cas, on ne sait pas trop si oui ou non il y a un risque ou pas, ou si le risque est élevé, très élevé ou moyennement élevé. On n'a pas suffisamment de preuves scientifiques. Dans ce cas-là, on peut activer le principe de précaution qui est on retire les aliments du marché, par exemple. On retire des aliments du marché parce qu'on a un doute. Donc ça, c'est le principe de précaution. Mais le principe de précaution, il dit explicitement qu'il doit être proportionné au risque encouru. Donc ça veut dire qu'on doit vraiment avoir des éléments qui nous indiquent que vraiment on peut avoir des risques absolument inacceptables pour la population, des risques très très importants. À ce moment-là, on peut prendre des mesures drastiques qui sont proportionnées au risque que l'on pressent. Donc on ne peut pas activer le principe de précaution pour n'importe quoi. On doit vraiment avoir des éléments qui indiquent que potentiellement il y a peut-être beaucoup de vies humaines qui sont en danger, et donc à ce moment-là, on peut actionner le principe de précaution. C'est quelque chose qui est fort controversé parce que pour le public, le principe de précaution, ça veut dire dès qu'il y a un risque, on interdit. On a ça souvent pour des pesticides.
On dit, dès qu'il y a le moindre risque, on dit on faut interdire le pesticide. Non, le principe de précaution, c'est pas ça. Il faut que le risque soit tellement potentiellement important qu'il peut conduire, par exemple, à la mortalité par cancer de la population, qu'à ce moment-là, on peut Pardon ? C'est la prévention. C'est la prévention, oui, c'est la prévention. Mais il faut toujours qu'elle soit proportionnée au risque potentiel. Donc on ne peut pas actionner le principe de précaution pour n'importe quoi. Par exemple, les OGM, dans ce cas-là. Les problèmes d'OGM qui sont... Oui, donc voilà, le problème d'OGM, je crois que c'est un bon exemple, effectivement. On n'a pas de preuve réelle. Voilà, donc ici on peut dire qu'il y a certainement une différence de point de vue entre l'Europe et l'Amérique. L'Amérique, elle estime quoi ? Elle estime que les risques potentiels, ils sont négligeables. Donc, on autorise. En Europe, on estime que les risques potentiels, ils sont peut-être existants pour l'environnement. Et donc, on prend quelques précautions, mais l'Europe n'interdit pas les OGM. L'Europe n'interdit pas les OGM, mais bon, elle est consciente qu'il peut y avoir éventuellement des problèmes pour l'environnement, et donc elle accepte que les pays prennent certaines mesures de précaution pour protéger leur environnement. Donc voilà. Donc c'est prendre des mesures sans avoir de preuves scientifiques. C'est ça. Donc quand on a une absence de preuves scientifiques, mais qu'on pressent que les risques potentiels sont très importants, alors on peut prendre des mesures proportionnées à ces risques. On va arrêter ça. Et bien, le dernier point ici, c'est le déploiement rapide, effectif de mesures de protection en réponse à des urgences sanitaires à tous les maillons de la chaîne, notamment le système rapide Alert System for Food and Feed, ça rentre vraiment là-dedans. Donc l'Europe s'est dotée de ces outils de façon à pouvoir répondre rapidement à une crise sanitaire. Alors, en début des années 2000, on a sorti ce qu'on appelle le Food Law, ou la loi alimentaire européenne, et elle établit une exigence de sécurité avec deux éléments. C'est toujours les mêmes. L'aliment ne peut pas nuire à la santé, mais l'aliment doit convenir à la consommation humaine. Il ne peut pas y avoir de fraude. Et là, on repense à... Bon, autrefois, c'était couper le lait avec de l'eau. Mais les Chinois ont trouvé des systèmes plus sophistiqués, comme rajout de mélanine à la poudre de lait pour augmenter artificiellement l'impression qu'elle contient des protéines, alors que ce n'est pas le cas. Donc, ça, ce sont des fraudes. Et donc, la Food Law prévoit ce cas de fraude également. Et elle fournit la base d'assurance d'un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts du consommateur en relation avec l'aliment. Alors, cette Food Law aussi va établir l'autorité européenne de sécurité sanitaire des aliments, c'est la fameuse EFSA, European Food Safety Authority, qui est un organisme d'évaluation des risques indépendante de la Commission européenne. Alors, ça c'est très très important, c'est que avant les années 2000, l'évaluation des risques n'était pas faite de façon indépendante. Elle était faite par des organismes qui étaient très liés à la Commission. La Commission, ce sont des gestionnaires de risques. Or, les évaluateurs de risques doivent faire leur travail d'une façon tout à fait indépendante, d'une façon scientifique. Avant la création de l'EFSA, il n'y avait pas cette indépendance, ce cloisonnement bien établi entre les évaluateurs de risques et les gestionnaires de risques. Et donc, depuis que cette EFSA a été instaurée, toutes les matières d'évaluation des risques
sont réalisées de façon complètement indépendante de la Commission, de façon à ne pas subir des pressions de type économique. Et cette distinction entre évaluation du risque et gestion du risque, c'est ce qu'on va continuer à travailler ce matin, notamment dans l'exercice qui va être entrepris avant le déjeuner, parce qu'on ne réalise pas encore assez suffisamment qu'il y a un travail pour des gestionnaires de risque. Les gestionnaires de risque, ce sont ceux qui appartiennent à l'autorité compétente, à la direction des services vétérinaires par exemple. Ça, c'est l'autorité compétente qui gère les risques. Et les évaluateurs de risque qui font les évaluations des risques avec la méthodologie harmonisée, standardisée de l'évaluation des risques que nous allons voir en détail dans l'atelier. Et ce sont des organisations différentes qui doivent faire ce travail-là. Donc, maintenant, de plus en plus dans de nombreux pays, donc l'Europe le fait déjà, et au niveau des pays maintenant, de plus en plus, on instaure des comités scientifiques d'évaluation des risques ou des dispositifs nationaux d'évaluation des risques qui sont indépendants de l'autorité compétente, de façon à assurer une certaine neutralité et une objectivité dans les travaux qui sont réalisés par les évaluateurs de risques. On va encore parler de ça dans la suite de l'atelier parce que c'est un point extrêmement important, cette séparation entre évaluateurs de risque et gestionnaires de risque. Et donc, dans la loi alimentaire, on édicte les procédures pour des matières ayant un impact direct ou indirect sur l'alimentation, ça paraît évident. C'est aussi là qu'on établit le système de Rapid Alert System for Food and Feed. Et donc, l'affirmation renouvelée comme quoi on ne peut porter préjudice de façon arbitraire ou injustifiée au commerce international et que ce ne sera pas une barrière déguisée au commerce des aliments. Donc la justification scientifique sur base d'évaluation des risques, c'est le pilier central de la loi alimentaire. Bon, on peut trouver pas mal d'informations ici sur ces différents sites-là. Vous avez celui de l'OMC, vous avez celui du Codex, vous avez celui de l'OIE, celui de l'EFSA. Et donc on peut passer maintenant aux conclusions, qui sont que le commerce international s'étend d'année en année et que les échanges de produits agricoles et d'aliments constituent une portion importante de ce commerce. Vous avez vu avec l'exemple du calmar, donc vraiment maintenant ça se mondialise. Parallèlement aux échanges, il y a aussi davantage de risques. Plus on échange, plus il y a des risques. Et cet été, on a eu le cas en Europe parce qu'il y a eu une contamination d'œufs avec un insecticide, le fipronil en Hollande, et on s'est rendu compte que ça pouvait se retrouver d'abord partout en Europe et puis même un peu partout dans le monde, parce qu'il y a les produits frais et puis il y a les produits transformés à base d'œufs qui rentrent dans la composition des quiches, des pizzas, de tout ce que vous posez. Donc des précautions doivent être prises pour éviter que ces mesures de précaution ne deviennent des barrières frontalières déguisées. Alors, au niveau mondial, c'est l'OMC, le Codex, l'OIE et le CIPV qui contribuent à favoriser les échanges dans leur domaine d'activité en limitant autant que faire se peut les risques inhérents et en établissant des normes. Donc ces normes sont toujours basées sur des évaluations de risques et ces évaluations de risques sont menées collectivement à l'aide de données qui sont fournies par les différents États membres des organisations. Donc on ne va pas suivre les États-Unis parce que les États-Unis ont les experts pour faire l'évaluation des risques. C'est un travail qui est fait collectivement. Donc on voit que dans le GECFA, par exemple, on verra plus tard plus en détail ces différentes organisations d'évaluation des risques au niveau international. Bien, tous les experts du monde entier sont consultés, ont le droit d'intervenir. L'Europe joue un rôle très important pour faire en sorte que les standards les plus élevés soient adoptés à l'intérieur de ses frontières et par les pays désireux d'exporter des produits alimentaires vers l'Europe. Donc, d'où les conséquences qu'il y a
pour les pays qui veulent exporter vers l'Europe. Voilà, donc ça c'était pour vous brosser le contexte international et l'importance de tout ce qui concerne, je dirais, l'évaluation des risques dans ce contexte international. Donc on va peut-être pas trop passer de temps aux questions. Je ne sais pas si vous avez des questions brûlantes à poser. Sinon, je propose d'aller assez rapidement vers le dernier exposé de la matinée. Comme ça nous laisse encore un peu de temps pour faire l'activité avant le déjeuner.